Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée en fait à un petit tour des nouveautés qui sont apparues avec la version 1.23 de Kubernetes. Alors cette version 1.23, elle a pour nom de code The Next Frontier, c'est toujours référence à l'univers Star Trek, dont d'ailleurs est plus ou moins dérivée l'origine de Kubernetes, hein, à savoir le projet Borg chez Google. Dans cette version 1.23 de Kubernetes, qui est sortie début décembre 2021, donc le 7 pour être plus précis. Donc cette version est en GA actuellement, donc c'est la dernière version disponible. Là actuellement cette vidéo est enregistrée début janvier 2022. Et donc il y a eu pas mal de choses à l'intérieur. Alors on va pas faire le tour de tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Vous voyez qu'il y a eu 47 améliorations. Certaines améliorations sont passées en état stable, d'autres sont passées à l'état bêta. Et dernière chose, on en a 19 qui sont arrivés en état alpha et une fonction également a été dépréciée. Donc on est sur un cycle de vie tout à fait classique dans le monde Kubernetes. On réserve le stable pour la production, éventuellement le bêta. Et les alphas, non, on n'y touche pas dans la production. Et puis si on a des choses qui sont dépréciées, on pense bien les enlever avant. Alors, sans refaire la liste de tout ce qu'il y a là-dedans, j'en ai fait une version un peu plus imagée, comme j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, un petit peu les quelques nouveautés que je trouve assez intéressantes. Déjà, l'arrivée de la version, en version GA et stable, de l'horizontal pod autoscaler. Donc, vous le savez, hein, dans Kubernetes, on a un mécanisme qui permet d'autoscaler le nombre de pods pour un déploiement donné, hein. Et donc, c'est un énorme avantage, effectivement, c'est que globalement, à partir du moment où la plateforme sous-jacente a suffisamment de puissance ou elle-même est capable de scaler, si par exemple on est chez un fournisseur de cloud, et bien avec le horizontal pod autoscaler, on va donner en gros une limite basse, une limite haute en termes de nombre de pods, et puis là ce sera en fonction de l'usage, de l'offre et de la demande, on va dire, qu'on aura plus ou moins de pods qui seront déployés. Donc on est sur la V2. Qu'est-ce qu'elle apporte fondamentalement par rapport à la V1? Alors, comme la V1, va pouvoir faire des déclencheurs qui sont basés sur des métriques tels que le CPU et la mémoire. On va dire que ça c'était plutôt ce qui était vraiment utilisé dans l'autoscaler version 1. Et désormais, dans la version 2, il y a le support des custom métriques. Donc ça c'est plutôt assez intéressant parce que les custom métriques vont vous permettre en fait d'aller voir, d'aller chercher d'autres déclencheurs pour votre autoscaling, dont des déclencheurs externes comme RabbitMQ, etc. Donc il peut y avoir potentiellement avec cet autoscaler V2 peut-être un overlap avec des solutions comme Keda. Mais donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est bon pour de la production et c'est natif à Kubernetes. On n'a pas rajouté d'autres choses à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt une première bonne nouvelle. Deuxième nouveauté que je trouve intéressante, c'était l'arrivée de la double pile IPv4, IPv6, qui elle aussi est passée en version stable, donc prêt pour de la production. Attention cependant, si vous voulez utiliser cette double stack IPv4 et IPv6, il vous faudra donc également un plugin CNI qui lui-même soit capable de le faire. Donc à vérifier en fonction des plugins CNI que vous utilisez, si eux-mêmes sont capables de gérer la double pile, stack réseau IPv4 et IPv6. Du côté de la sécurité des pods, on a l'arrivée des Pod Security Admission ou Pod Security. Donc actuellement c'est en bêta. Ça vient quelque part, donc ça c'est une solution qui va venir en gros remplacer ou compenser la disparition prochaine, c'est-à-dire dans la version 1.25, des PSP, des Pod Security Policy, qui permettaient effectivement de donner des règles d'exécution, d'association des containers et de limiter les privilèges de ces containers. Les Pod Security Policy, vous le savez, ont commencé à être dépréciés à partir de la version 1.21 de Kubernetes, et donc c'est à partir de la 1.25 où ils seront complètement plus du tout là et plus du tout supportés. En attendant, sur le chemin, sur le nouveau chemin qu'il va falloir suivre, les Pod Security Admission vont permettre effectivement de définir des règles au niveau en fait d'isolation au niveau des pods et donc en gros de restreindre, parce que c'est ça le but, hein, le comportement des pods dans un environnement donné. Et donc ce truc-là est basé en fait sur un admission controller. Alors, je rappelle que les admission controllers, c'est la troisième couche entre guillemets
de protection de l'API serveur. La première étant l'authentification, la deuxième l'autorisation avec le airbag. Et le Mission Controller, effectivement, va permettre de soit contrôler des choses avant qu'elles soient écrites, entre guillemets, dans la base de configuration du cluster Kubernetes, à savoir etcd. Donc on est vraiment sur le remplacement ici, le successeur des Pod Security Policy. Et là encore, un petit rappel, les PSP seront vraiment supprimés de Kubernetes dans la version 1.5. Donc pour que ça fonctionne, effectivement, il va falloir activer un admission plugin, le Pod Security Admission plugin. Et donc à partir de la version 1.23, cet admission plugin est disponible en bêta et il est activé par défaut. Dans les versions antérieures, là 22 par exemple, eh bien c'était une version, donc comme c'était de l'alpha, il fallait l'activer soi-même au niveau de l'API serveur. Donc ça c'est directement implémenté directement du coup du côté API serveur. Et quoi dire de plus, c'est un admission controller, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc c'est activé par défaut, ça je viens de le dire. Alors les ingress class scope sont assez intéressantes également, déjà parce que c'est arrivé en JS, c'est en stable dans la 1.23. Et puis, qu'est-ce que ça permet? Ça va permettre en fait en fonction de votre namespace ou à l'échelle du cluster, en gros, de définir des paramètres pour la partie ingress, et donc de cibler certains ingress contrôleurs par exemple ou d'autres en fonction par exemple du namespace. Donc ça c'est plutôt assez intéressant, surtout que c'est du coup utilisable cette fois-ci complètement en production, et ça c'est plutôt agréable. Au niveau des jobs, si vous utilisez effectivement des clusters Kubernetes, non pas pour du long time run, mais pour faire du traitement de type batch, on a désormais un nettoyage entre guillemets propre des jobs qui ont un TTL. Donc on va pouvoir donner un TTL au job. Et effectivement, ça c'est également en JA et c'est stable. Donc ça c'est plutôt également une bonne nouvelle. Là encore, je mets les liens ici, je les laisserai dans la carte associée à cette vidéo. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir poser un TTL sur ces jobs qui seront terminés. On a également l'arrivée des containers éphémères. Alors là c'est en bêta. Et les containers éphémères en fait permettent de créer des containers et de les attacher en fait à des pods existants. Donc vous avez un pod qui est en train de tourner avec un ou plusieurs containers à l'intérieur et vous allez venir injecter en fait dans ce pod un container éphémère et l'exécuter dans le contexte, l'attacher en fait à ce pod. Alors du coup ça on peut se dire à quoi ça peut nous servir. Ça a un énorme intérêt dans la partie debugging en fait. Si vous voulez en fait débugger un process qui est en cours et que vous savez pas définir un pod qui contient tout l'outillage pour ça, l'idée c'est de venir attacher effectivement au besoin un container avec les outils de debugging ou les outils de tracing ou n'importe quoi directement sur quelque chose qui tourne déjà. Et ensuite, on va passer par, on va pouvoir utiliser le kubectl debug également pour les options qui sont associées derrière. Donc intéressant à jeter un œil, c'est actuellement en bêta sur la 1.23. Et donc voilà, vraiment l'idée, je rappelle, inspecter les services dans les applications. Voilà. On a également pour les CRD, donc les Custom Resource Definition, désormais un langage de validation. Alors là c'est en alpha, donc là c'est tout jeune. Mais l'idée derrière, c'est de pouvoir vous aider en fait, ou tous les éditeurs logiciels, à écrire des custom Kubernetes controller de manière un peu plus simple. Donc en gros, il y a un langage dans lequel on va définir des règles. Donc le langage s'appelle du Common Expression Language. C'est un langage qui a été développé par Google. Et donc il va vous permettre de définir les specs, les règles que vous allez vouloir mettre pour valider effectivement les expressions de votre CRD. Et ensuite, effectivement, vous avez une feature get à activer. Là, en plus, on est sur de l'alpha, donc c'est normal. Pour utiliser ça, donc il y aura une feature get qui sera donc le Custom Resource Validation Expression, qui du coup, quand il y aura des CRD, va valider des choses en plus. Donc ça vaut le coup d'y jeter un œil. C'est tout neuf là encore, mais ça va permettre effectivement d'améliorer ou de faciliter la création des CRD. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Dernière chose que j'ai retenue, là encore, c'est non exhaustif. Vous avez vu que la liste elle est un petit peu plus longue que simplement ces quelques branches que j'ai déployées ici. La partie Generic Ephemeral Volume.
Donc les éphémérals volume, donc ça c'est en stable et c'est prêt pour de la prod. On va pouvoir l'attacher à n'importe quel provider de stockage, donc quelle que soit la plateforme qu'on a sous-jacente. Et l'idée des volumes éphémères, effectivement, c'est quand on va avoir des traitements qui ont besoin d'un espace disque ou d'un volume pour pouvoir faire des opérations. Et ben, on va pouvoir monter un volume qui après sera détruit, enfin qui va vivre le cycle de vie du pod et qui donc sera détruit post-traitement, on va dire. Donc là, on peut avoir du stockage effectivement qui sera attaché, qui sera local ou attaché par le réseau, d'accord. Et alors pour ceux qui ont l'habitude de Kubernetes, il y a effectivement le mtdir qui est quelque chose d'assez similaire finalement au volume éphémère. Et le mtdir, on peut le faire. On peut l'utiliser effectivement pour avoir un volume temporaire sur les disques du host ou voire même dans la RAM du host. Donc là, c'est un peu la même idée, sauf que là, on est vraiment agnostique après du stockage derrière. Ça peut être un stockage cloud, ça peut être un stockage local, ça peut être pas mal de choses. Et donc du coup, en fonction de ce que va supporter le driver associé, le storage driver associé derrière, qui sera utilisé pour ce générique ephemeral volume, et bien du coup, on peut même profiter de certaines fonctionnalités liées spécifiquement au driver. Voilà. Donc ça, c'est un peu la truc assez intéressante. Et voilà, on a terminé ce petit tour relativement rapide des grosses nouveautés qui sont arrivées dans la dernière release de Kubernetes 23. Donc si vous voulez tester Kubernetes 23, vous pouvez le faire sur vos clusters que vous allez installer vous-même. Si vous êtes sur un service managé, il faut vérifier avec votre fournisseur si la 23 est disponible. Si on prend le cas par exemple d'Azure, aujourd'hui la 1.22 est disponible et la 23 n'est pas encore disponible, mais elle va arriver prochainement. Et donc ce sera l'occasion effectivement de jouer avec ces nouvelles fonctionnalités. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Merci.